construction, les premiers pas et la vente démarre pour la toute nouvelle université régionale du Mali. L'université de Ségou a donc ouvert ses portes ce matin en présence du Premier ministre. Plus de 400 pensionnaires et des filières nouvelles pour donner une nouvelle vision à l'école malienne. Les élections générales de cette année arrivent à pas de géant. L'on s'y prépare notamment à la direction générale aux élections. La DGE qui a entamé depuis 10 jours le processus de mise à jour du fichier électoral. L'occasion de se faire une idée du nombre de nouvelles inscriptions. La CAN 2012, le Mali joue demain son deuxième match de poule contre le Ghana. Les Aigles sont décidés à jouer la qualification d'Adoma à Franceville. C'est la veillée d'armes, nous dirons nos envois spéciaux. Et puis, deux qualifiés connus depuis quelques minutes, le Gabon et la Tunisie dans le groupe C. Vendredi 28 janvier 2012, bonsoir à tous et bienvenue. On l'attendait et ça y est, la rentrée solennelle de la toute nouvelle et première université régionale, celle de Ségou, est effective depuis ce matin. C'était sous la présidence du Premier ministre, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, avec ses 415 étudiants. La première université régionale de notre pays met l'accent sur la formation supérieure pratique et spécialisée, la formation post-universitaire et continue, ainsi que la recherche scientifique. Placée sous le signe de la dynamisation des universités du Mali, cette rentrée solennelle a été marquée par une nouvelle conférence, par une conférence inaugurale sur le thème formation académique et développement agricole. Depuis la capitale des Balanzans, le chef du gouvernement a assuré les professeurs et les étudiants du Mali que les efforts seront poursuivis et renforcés afin de les mettre dans les meilleures conditions de travail et d'études, car, dit-elle, l'école est et reste une priorité des autorités nationales. Envoyé spécial à Ségou, Abdoulaye Diarra Bourama Traoré. La population de la capitale des Balanzans était fortement mobilisée ce vendredi pour accueillir le Premier ministre. Une grande mobilisation à l'image de l'importance de l'événement. En effet, le chef du gouvernement est venu lancer officiellement les activités de la première université régionale du Mali. L'université régionale de Ségou ouverte. Au nom du président de la République, nous la confions à Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux. Et nous la confions aux autorités de Ségou. Nous la confions aux notables de Ségou. Nous la confions à la population de Ségou. Nous la confions à ses éminents professeurs et aux étudiants. Cette rentrée solennelle de l'université de Ségou a été marquée par une conférence inaugurale animée par le directeur général de l'Institut d'économie rurale. Le docteur Bino Tembe a développé la thématique relative à la formation académique et développement agricole. De ces explications, l'on retient surtout la nécessité de former des cadres compétents, des professionnels aptes à valoriser les immenses potentialités agricoles de la 4e région. Pas de souci, car l'ambition du gouvernement est de faire de l'université de Ségou une référence en matière de recherche pour le développement. Notre ambition pour l'université de Ségou, qui démarre ses activités cette semaine, est d'en faire une institution d'enseignement et de recherche ouverte sur le monde et sur la vie économique, sociale et culturelle de toutes les communautés de la région de Ségou. C'est dire combien nous tenons à ce que la première université régionale de notre pays soit une université au service de la formation de tous. Pour l'année académique 2011-2012, 415 étudiants sont autorisés à s'inscrire à l'université de Ségou. Ils seront répartis entre 3 filières de formation, à savoir agroéconomie, production et santé animale, hydraulique agricole. Ces filières font partie de la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA. Outre la FAMA, l'université de Ségou compte 3 autres facultés et un institut universitaire de formation professionnelle, véritable pôle de savoir qui servira de source d'inspiration pour les futures universités régionales. L'université de Ségou est le premier maillon des universités à venir pour les régions de Sikasso, pour les régions de Mopti, pour les régions de Tombouctou, pour toutes nos régions, pour qu'on puisse lier l'université à la spécificité de chaque région, pour activer le développement. Aux enseignants, aux professeurs et aux étudiants, je voudrais dire particulièrement qu'ils constituent la première priorité des autorités nationales. Et je voudrais assurer les professeurs que nous ferons tout ce qui est en notre possible pour les mettre dans les meilleures conditions de travail, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils relèvent ce défi que je leur ai lancé en disant
que nous souhaitons qu'il fasse de l'université de Ségou une référence, pas seulement pour le Mali, mais pour l'Afrique. Cette rentrée solennelle de l'université de Ségou a été possible grâce à ce nouvel amphithéâtre de 500 places, une infrastructure entièrement financée sur le budget national à hauteur de plus de 900 millions de francs CFA. Occasion pour le Premier ministre de remercier l'architecte et toute l'équipe de construction pour la réussite du projet. Voilà, 415 étudiants pour cette nouvelle université de Ségou, pas très loin en tout cas en termes de chiffres, des 444 à Balanzan de la cité. À Bamako, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours de sa séance plénière 3 projets de loi. Les 2 premiers portent respectivement sur les émoluments et avantages accordés au président de la République et les pensions et avantages accordés aux anciens présidents de la République. Le vote de ces 2 projets de loi avait fait objet d'un renvoi hier suite à des amendements apportés à certaines dispositions du texte. Le 3e projet de loi adopté par les députés porte sur le code minier. Le reportage de Oumar Kouressi. La loi du 17 septembre 1992, jusque-là en vigueur, accorde au président de la République un traitement calculé sur la base de l'indice 1500 et d'une indemnité forfaitaire de représentation de 400 000 francs CFA. Au regard de l'évolution des traitements des fonctionnaires, de la rémunération et des avantages accordés au personnel de certaines institutions de la République, des élargissements dont ont bénéficié les membres d'autres institutions, ces émoluments sont devenus, selon les auteurs du texte, anormaux. Le présent projet de loi a donc été initié pour corriger ces distorsions et changer positivement la situation matérielle du président de la République. Il en est de même du projet de loi fixant la pension et les avantages accordés aux anciens présidents de la République. Il s'agit d'améliorer les conditions matérielles et de vie des anciens présidents de la République qui jouissent encore de leurs droits civiques. Ce texte a pour objectif de garantir la règle de l'alternance et de préserver l'ancien président de la République des besoins et de la hantise de l'après-pouvoir. Ces 2 projets de loi qui ont été votés à l'unanimité des députés sont conformes aux dispositions de la Constitution en vigueur au Mali. Le 3e projet de loi adopté au cours de cette séance plénière concerne le code minier. La première législation adoptée dans ce domaine est une loi datant de mai 1963. Depuis lors, plusieurs autres ont suivi. La dernière en vigueur est une ordonnance datant d'août 1999. L'évolution actuelle du domaine minier relève beaucoup de lacunes en dépit des innovations apportées par l'État dans l'arsenal juridique des activités des mines, d'où une relecture du code minier. Il n'y a pas que 3 jours, j'ai reçu une société minière indienne qui m'a dit que, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez retirer un titre minier de fer avec Intel malien? Parce que nous avons voulu acheter le titre minier avec lui, il demande 3 milliards de francs CFA et 30% d'actions. On est prêt à lui acheter le titre minier à hauteur de 1 milliard et donner 10% d'actions. Après des débats longs, souvent houleux, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant code minier au Mali qui comporte désormais 173 articles et 11 titres. Nous restons à l'Assemblée nationale. La gestion des établissements privés d'enseignement au Mali, quelle stratégie adopter pour rendre performant ce secteur? C'est le principal sujet retenu du projet de loi adopté hier en plénière par l'institution. Et sur cette question, le dossier était défendu par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Compte rendu Amadou Ouattara. Régi par la loi numéro 94-032 du 25 juillet 1994, les établissements privés d'enseignement sont des entités de droit privé participant à la mission de service public d'éducation. Ils constituent une composante incontournable du système éducatif malien. Ce projet de loi relatif à ces établissements vise à donner une nouvelle orientation au système car de nos jours, ce secteur absorbe plus de 64% des effectifs scolaires. Donc, il est nécessaire de mettre de l'ordre à ce niveau. Nous avons tous décrié le désordre qui règne au niveau de l'enseignement privé, du préscolaire jusqu'au supérieur. En passant, je dis combien d'écoles privées supérieures. Le dernier recensement était 88. Et je le dis, chaque jour, chaque semaine, il y a des dossiers de création. Il faut mettre de l'ordre. Depuis 2-3 ans, en tout cas après le forum de 2008, des réformes sont engagées au niveau des ministères en charge de l'éducation. Les députés ont aussi porté
les débats sur la non-reconnaissance des diplômes issus de ces établissements par l'État. Vous savez tous qu'il y a dans Bamako des établissements privés d'enseignement qui n'ont pas d'autorisation d'ouverture. Nous savons également que pour délivrer l'autorisation d'ouverture, nous sommes censés vérifier effectivement ce qui est dans le dossier est conforme à la réalité. Vous allez sur le terrain, effectivement c'est conforme à la réalité. Mais passé par hasard 6 mois plus tard, tout a changé. C'est pour cela que automatiquement le diplôme n'est pas reconnu. Ce projet de loi qui a fait l'objet de 3 heures d'horloge d'intenses discussions a été finalement adopté par l'ensemble des députés présents. Et nous ne quittons pas l'Assemblée. Le comité de suivi des dialogues intercommunautaires et interrégionaux a tenu ce matin une conférence de presse. Objectif, informer la presse sur la tenue du Forum sur la paix et la sécurité à Kayes, prévu au début du mois de février prochain. Compte rendu, Saba Sissoko. Après Mopti et Kita, c'est la région de Kayes qui doit abriter les 1er et 2 février prochains le forum sur le dialogue intercommunautaire sur la paix et la sécurité. Ce forum se veut être un cadre d'échange et de réflexion sur les tensions et les conflits liés aux litiges fonciers et transfrontaliers. Le choix de Kayes n'est pas fortuit. La région enregistre un taux assez considérable de conflits fonciers et transfrontaliers. Le forum de Mopti, après avoir fait le constat sur les différentes typologies de crises de conflits fonciers qui existent dans notre pays, et même d'autres types de conflits qui sont susceptibles d'entamer la cohésion nationale, a recommandé de privilégier le dialogue intercommunautaire et interrégional pour favoriser le brassage entre les différentes populations, les différentes communautés. Non seulement le brassage, mais également permettre que les populations discutent de leurs problèmes. Que les populations du Nord discutent avec les populations du Sud des problèmes de celles-ci. Que les populations du Sud discutent avec les populations du Nord des problèmes de celles-ci. Et que ces débats, ces discussions, ces échanges aient lieu de façon séquentielle, mais à des endroits différents. 200 participants y sont attendus. Parmi eux, les acteurs sociopolitiques maliens, les représentants des pays voisins tels la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Niger. L'objectif recherché est de renforcer la conscience et la cohésion à travers le dialogue pour que s'installe une véritable culture de paix et de sécurité. Le forum est piloté par le comité de suivi des dialogues intercommunautaires et interrégionaux du Mali. Il est composé de députés, de représentants de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile. 90 millions de francs CFA devront être mobilisés pour son organisation. La délégation générale aux élections poursuit l'opération de mise à jour du fichier électoral 10 jours après le démarrage de ce processus. Sur les 500 000 nouvelles inscriptions enregistrées, la DGE en a traité plus de 200 000. Notre équipe de reportage, conduite par Amadou Sankaré, a suivi les travaux des différentes équipes de saisie du fichier électoral. C'était ce matin à la Bibliothèque nationale et au siège de la DGE-MAM. Voici leur reportage. À quelques mois des élections générales de 2012, la délégation générale aux élections et ses différentes équipes sont à pied d'œuvre pour la mise à jour du fichier électoral. Ce travail de la DGE intervient après les travaux des commissions administratives à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Cette opération constitue une phase irréversible du processus électoral. S'agissant de l'opération de mise à jour, elle a pour but d'actualiser les données du fichier électoral, c'est-à-dire de faire en sorte que les inscriptions qui ont été proposées par les commissions administratives puissent être prises en compte dans le fichier électoral, que les électeurs proposés en radiation puissent être radiés des listes électorales et les corrections qui ont été également proposées par les commissions administratives puissent être exploitées de telle sorte que les données soient à jour. Pour le traitement des différents documents, la délégation générale aux élections dispose de 140 agents de saisie. En 10 jours d'intenses travaux, sur les 500 000 nouvelles inscriptions, les équipes en ont déjà traité plus de 200 000.
À ce jour, nous avons réceptionné les 703 communes de l'intérieur et nous avons reçu 33 juridictions extérieures sur 42. Les équipes sont en train de travailler en ce moment sur ces documents, notamment au niveau de la saisie. Mais il est aussi important de souligner que cette année, les commissions administratives qui ont rationnellement utilisé les agents administratifs déployés à leur niveau par la DG ont obtenu des résultats en tout cas très satisfaisants. À la date du 28 mars 2012, la DGI entame mettre à la disposition du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales ces documents électoraux. Pour y parvenir, la structure dispose d'un système informatique. Nous avons acquis en fait de nouveaux matériels, 2 nouveaux serveurs, 100 PC, 85 ordinateurs portables, les lecteurs code barre que vous voyez ici. Donc là, c'est en fait dans le cadre d'une rénovation. Et nous avons aussi 25 imprimantes laser. Le logiciel que nous utilisons, en fait, c'est un logiciel spécial de traitement des données pour la gestion du fichier électoral. Pour pouvoir accéder aussi au logiciel, là, il faudrait avoir quand même un login et puis un mot de passe. Et un poste extérieur ne peut pas venir tout tranquillement et puis trouver la connexion ici. Non. Pour être plus efficace, ici, on observe par moments de petites pauses avant de poursuivre les travaux de plus belle. Voilà, il y a du travail et surtout de la bonne ambiance à la DGE. Et puis ce communiqué, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales convie la presse nationale à la conférence de presse qu'il organise le lundi 30 janvier 2012 à partir de 9h30 dans la salle de conférence de son département à l'ordre du jour de la dite conférence de presse, l'état des préparatifs des élections générales de 2012. Fin ce matin des travaux de l'atelier sous-régional sur la gestion des structures de formation des institutions supérieures de contrôle, les ISC du CREFIAF, entendez par CREFIAF, le Conseil régional pour la formation au sein des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne. La formation de 10 jours a permis d'édifier les participants sur la planification et la gestion des activités de formation des ISC dans la sous-région. Cet atelier des formateurs du CREFIAF devra permettre l'amélioration de la gestion des structures de formation en vue de contribuer à un meilleur contrôle des finances publiques. Ramata Konate. Les agents de formation et de coopération venus d'une vingtaine d'institutions supérieures de contrôle ISC d'Afrique se sont familiarisés avec les différentes étapes de l'approche systématique de la gestion d'une structure de formation. Ces agents ont été outillés pour une meilleure planification et gestion des activités de formation au niveau des ISC. Je crois pouvoir dire, au nom de l'ensemble de mes collègues, que les responsables que nous sommes maintenant outillés pour organiser, animer et gérer une structure de formation. Des connaissances utiles acquises au cours des 10 jours de travaux de cet atelier sous-régional. Celui-ci visait à vous donner des outils pour implanter des unités de formation dans vos institutions supérieures de contrôle respectives. Abondant dans le même sens, le représentant du Premier ministre se dit satisfait des résultats de l'atelier de Bamako. J'ai le plaisir de constater que les objectifs du départ que nous nous étions fixés, à savoir aider les participants à acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires à créer, organiser et gérer une structure de formation, permettre aux participants de se familiariser avec les différents volets du cycle de la formation dite systématique, encourager les participants à établir un réseau d'échanges périodiques d'expériences. Ces objectifs, dis-je, ont été largement atteints. Ce sentiment de satisfaction ne doit en aucun cas faire oublier aux participants leur devoir, celui de l'application des connaissances acquises en vue de mieux contrôler les finances publiques en Afrique francophone subsaharienne. Étaient présents à la rencontre de Bamako les agents de formation et de coopération des ISC venus de 17 pays dont le Sénégal, le Burkina Faso, Sao Tomé et Principe, Djibouti et Madagascar.
Nous reparlons du Forum international sur la paix et le développement qui vient de s'achever à Arlit au Niger, forum auquel a participé le Premier ministre du Mali. Ce forum a surtout été marqué par une communication de Rissa Agboula, cet ancien chef rebelle du Niger, aujourd'hui conseiller régional à Agadez, appelle les jeunes combattants de la bande saharienne à se ressaisir. Ils doivent, selon lui, œuvrer aujourd'hui aux côtés de leurs pays respectifs pour un combat du développement. Ce document a été enregistré dans des conditions difficiles. Tendez bien l'oreille en avance toutes nos excuses pour la qualité sonore. Rissa Agboula au micro de notre envoyé spécial Ibrahima Traoré. Nous allons aller vers ces jeunes-là, vers nos jeunes frères. On va leur parler, on va leur dire que c'est dangereux, on va leur dire que c'est une provocation. On va leur dire qu'ils vont détruire la grande civilisation du peuple en se proclamant indépendantiste, en cherchant à se séparer du pays. Donc nous allons leur dire le langage de vérité. Le langage de vérité. Nous avons pris les armes à une époque, en 1991. Nous avons pris des armes. La même chose au Mali. Nous avons revendiqué, nous avons fait des revendications qui ont été acceptées partout, que ce soit dans le pacte national au Mali et que ce soit dans les accords de paix au Niger. Ça a été accepté. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la résolution de ces questions-là et dans l'application de ces accords-là. Mais qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous demander une république de l'Azawad, alors que nous en sommes conscients que c'est dangereux, que c'est pas viable du tout. On va non seulement les frères du Mali vont se créer d'ennemis qui sont dans les autres États, parce qu'aucun État responsable n'acceptera pas ça. Les États limitrophes, ils ont leur Touareg, ils n'accepteront pas ça. Donc pourquoi se créer d'autres amis, d'autres ennemis? Pourquoi se créer d'autres problèmes? Mais cette république va coopérer avec quel État? Elle va avoir quelle frontière? Nous, au Niger, on n'est pas d'accord. Donc, on va l'étouffer. En Algérie, ils ne seront pas d'accord. Ils vont l'étouffer. Le Mali, le reste du Mali ne sera pas d'accord. Ils vont l'étouffer. La Mauritanie, ils vont l'étouffer. Le Burkina, ils vont l'étouffer. Mais on détruit la communauté touareg du nord du Mali. La communauté arabe et touareg et toutes ceux qui croient à cette chimère. On va les détruire. Donc moi je lance un appel à ces jeunes de se ressaisir, de regarder l'histoire, de déposer les armes et d'intégrer donc le peuple malien, d'aller à l'école, d'aller dans les actions de développement, de construire la paix, de construire le développement de leur espace dans un État malien, dans une république du Mali. Hier, je lui lance un appel. Quand il a lancé le MPA à Manaka, je l'ai lancé à Ifewa, au Niger. Donc, même à cette époque-là, on n'a pas pu s'entendre pour faire une coordination de nos mouvements. Comment nous allons nous entendre dans une république du Mali? Donc, de grâce, je lui laisse un appel d'être serein. Aujourd'hui, il est sage, il est âgé, il a une famille, il a grandi, il a des enfants qui ont grandi. Pourquoi il va s'embarquer dans des aventures, surtout religieuses, alors que l'islam est un islam que nous avons été un islam modéré, est un islam qu'on peut pratiquer partout, sous la tente, sous l'arbre. Pourquoi l'utiliser à des fins politiques? Il n'en a pas besoin aujourd'hui. Qu'il donne le conseil à ces jeunes-là de se démarquer de ça. Voilà l'appel que je lance. Voilà, les vérités, les conseils de Rissa Agboula, un ancien chef rebelle au Niger aujourd'hui, conseiller régional à Agadez, dans le nord de son pays. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Arlit. Encore une fois, toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce document très important. Le premier forum sur la science, la recherche et les technologies
pour le développement au Mali s'est achevé. Le forum était une initiative du gouvernement américain. Il visait à mettre en pratique la vision du président Barack Obama qui consiste à réduire le taux des maladies dans le monde. Pendant 4 jours, professeurs, chercheurs et spécialistes des nouvelles technologies ont discuté des voies et moyens capables de concilier la science et les nouvelles technologies. À l'issue des travaux, tous s'accordent que l'utilisation des TIC est un facteur incontournable dans la réduction des maladies. Et l'une des principales recommandations que l'on peut aussi retenir de ce forum, c'est l'engagement sans faille du gouvernement américain à soutenir les efforts du gouvernement malien. Mohamed Diarra. Aucun pays à lui seul ne saurait relever les défis des objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est à juste titre que le gouvernement américain, sous l'impulsion de son président Barack Obama, a organisé un forum de 4 jours au Mali. Ce forum s'inscrit dans le cadre de l'initiative Santé mondiale. Pendant 4 jours, c'est la crème de la recherche scientifique au Mali qui a réfléchi sur les voies et moyens susceptibles d'améliorer les indicateurs de santé dans notre pays. L'approche de l'initiative mondiale pour la santé encourage particulièrement la recherche, l'innovation et l'usage efficace de la science et de la technologie pour soutenir 4 objectifs. Collaborer pour avoir un impact, augmenter les interventions qui se démontrent prometteuses, ce qui marche, et arrêter celles qui ne marchent pas. Élargir les plateformes nationales qui existent déjà et les renforcer en créant des systèmes plus performants et des résultats durables. En termes plus précis, il s'agit de concilier la science et la nouvelle technologie, un tandem qui est tout de même bien parti pour faire le bonheur de l'Afrique. C'est une autre pratique qui voit le jour dans le monde, qui n'est plus de considérer la lutte contre la maladie de manière verticale, mais de penser horizontalement, c'est-à-dire transversalement, et de se dire que pour que nous ayons une meilleure santé un peu partout, il faut que nous agissions sur l'ensemble des systèmes de santé. Pour les professionnels de la santé au Mali, le problème du financement n'est pas une entrave à la recherche en Afrique. Il faut tout simplement l'esprit de créativité et d'imagination. Aujourd'hui, il y a beaucoup de financement et cet espace dans lequel nous sommes aujourd'hui peut financer des recherches vraiment pour les jeunes chercheurs. Donc il ne faut pas mettre les difficultés financières au départ, il faut mettre en place la capacité des jeunes à produire réellement la science. Au chapitre des recommandations du forum, on note l'engagement du gouvernement américain à poursuivre cette démarche et le Mali fait figure de référence à la matière pour les autres pays en Afrique de l'Ouest. Nous allons connecter la recherche financière par le gouvernement fédéral avec les défis du développement global à temps réel et nous utiliserons les atouts uniques de l'Amérique dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. La tenue de ce forum à Bamako témoigne de l'engagement des autorités maliennes à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La voie semble donc toute tracée avec le soutien de la partie américaine. Le président de la Cour suprême, Nouhoum Tapili, a reçu ce matin en audience son Excellence Mamadou Traoré, nouvel ambassadeur du Mali au Burkina Faso. Le diplomate était venu présenter ses respects de civilité au président Tapili et échanger avec lui dans le sens du renforcement de la coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Nando Dambélé. Il est de coutume pour les ambassadeurs nouvellement accrédités de rendre visite au président des différentes institutions de la République avant de s'envoler pour leur pays d'accréditation, histoire de présenter leur respect et prendre conseil. C'est dans ce cadre que son Excellence Mamadou Traoré a été reçu ce matin par le président de la Cour suprême, Nouhoum Tapili. Et quand on va dans un pays qui est aussi intimement lié au Mali dans le cadre des échanges dans tous les domaines, et il était bien donc de venir s'enquérir auprès du président de ses préoccupations sur, je dirais, l'instrument stratégique de ces échanges, qui est donc la coopération judiciaire. Le diplomate s'est alors engagé à œuvrer pour le renforcement de la coopération judiciaire entre le Mali et le Burkina Faso. Ce chiffre qui rallonge la vie, 26 milliards de francs CFA, c'est le coût d'un projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des régions de Gao, Koulikoro et Ségou. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Abibouane, a présidé la cérémonie de lancement officiel des travaux du volet des systèmes et réseaux d'adduction d'eau potable d'un premier lot, notamment des villes de Baraoili, Konobougou, Djoro, Nyono et Massina en 4e région. Le projet est financé par la Banque africaine de développement ABAD, Amagré Ogobaradolo.
Par ce geste, le ministre de l'Énergie et de l'Eau procède au lancement des travaux d'adduction d'eau potable des villes de Nyono, Massina, Dioro, Konobougou et Barweli. Émanation du projet pour le développement économique et social du président Touré, s'inscrivant dans le cadre du programme sectoriel eau et assainissement, le présent projet vise à satisfaire de manière durable les besoins en eau potable et en assainissement de nos chères populations des villes de Nyono, Massina, Dioro, Konobougou et Baraweli. Les infrastructures ainsi mises à disposition par les pouvoirs publics avec les partenaires au développement du Mali doivent faire l'objet d'un suivi en termes de maintenance, mais aussi en termes d'anticipation sur les défaillances éventuelles. D'un coût d'environ 26 milliards de francs CFA, ce projet est financé par la Banque africaine de développement BAD, le gouvernement du Mali et les populations bénéficiaires. Il réalise dans les régions de Gao, Koulikoro et Ségou près de 10 000 bacs à laver et puisards domestiques, près de 10 000 latrines familiales et 115 latrines publiques, 410 forages équipés de pompes à motricité humaine et réhabiliter 220 forages positifs du genre, 8 nouveaux systèmes d'adduction d'eau potable et 5 autres en 4e région. Eu égard aux résultats positifs enregistrés par le Mali dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, je puis vous assurer, Monsieur le ministre, que la Banque africaine de développement sera aux côtés du Mali dans ce secteur. L'adjoint du maire de Barweli, Djandje Konangi, a salué les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour l'attention à sa commune. La délégation a visité le site du château d'eau qui garantira à Barweli l'eau potable durant 50 ans grâce à son potentiel et son débit de 100 mètres cubes heure. La visite du chantier de serre de pompage et le service local de l'hydraulique a mis fin à la cérémonie. Voilà, l'eau qui coule à flot. Nous restons en région, en deuxième région cette fois, l'Union des forces démocratiques UFD a tenu hier la conférence régionale de Koulikoro. Cette conférence avait pour objectif d'échanger sur la vie du parti et les perspectives pour les élections de 2012. Les délégués sont venus de tous les cercles de la deuxième région. La conférence régionale a été présidée par le professeur Chaka Diara, président de l'Union des forces démocratiques. Koulikoro, Seydou Traoré. De l'Union des forces démocratiques UFD s'est tenue devant une forte délégation du bureau national du parti et des délégués de section venus des 7 cercles de la deuxième région. Ce rendez-vous statutaire a étalé l'état de santé de l'UFD au niveau des sections et les perspectives pour les élections de 2012, avec une démarche fondée sur les idéaux du père fondateur du parti, le regretté maître Demba Diallo. Les cadres de l'UFD affirment avec satisfaction le bilan positif du parti. Le parti respire en ce moment une bonne santé. Son fonctionnement est sûr, et réel et satisfaisant, car il compte parmi les partis cités dont le bilan est jugé correct, fiable et sincère. Cela dénote tout le sérieux qui anime les dirigeants du parti. M. Demba Diallo disait dans son manifeste, la plus grande gloire du monde appartient aux hommes qui ne cèdent pas. Nous, à l'UFD, nous ne céderons pas. Sur les 102 conseillers communaux du parti, les représentants des 38 élus UFD et les militants de la deuxième région ont demandé au cadre de l'Union des forces démocratiques d'aller à l'élection présidentielle de 2012. Et le président Chaka Diara répond. Il appartient objectivement au Congrès d'analyser vos sollicitations, de voir le nom du candidat UFD à la conquête de la magistrature suprême du pays en 2012. Je suis convaincu que la prochaine conférence nationale et le prochain congrès abonderont dans le même sens que ces bases, et vous venez une fois de plus de donner le ton comme les régions précédentes. À cette conférence régionale qui symbolise la vitalité de l'UFD en deuxième région, 1 minute de silence a été observée à la mémoire de feu Maître Demba Diallo et feu Maître Mbam Diatigi Diara.
Et nous partons pour la première région pour parler des mines avec la Société des mines d'or de Loulo, la SOMILO, qui a tenu mardi dernier son conseil d'administration au titre du 4e trimestre 2011. La société a produit l'année dernière près de 11 tonnes d'or malgré les difficultés qu'elle a connues. Ses responsables envisagent de produire plus en 2012 et vont investir environ 260 millions de dollars pour ce faire. Ils comptent beaucoup sur les 2 mines souterraines dont dispose la SOMILO. Les travaux étaient présidés par le directeur de Randgold qui exploite la mine de Loulo, Ortem Kai. Un reportage signé Siaka Konati. La Société des mines d'or de Loulo SOMILO, qui appartient au groupe Randgold, exploite 5 mines, soit 3 mines à ciel ouvert et 2 mines souterraines, celles de Yalea et de Gara. Les administrateurs réunis autour du directeur exécutif de Randgold, Mathieu Bristou, ont examiné le rapport d'activité 2011 de la SOMILO. Celle-ci a produit l'année dernière 346 000 onces, soit près de 11 tonnes d'or, et l'apport de la mine de Gungoto a été important dans l'accroissement de la production de la société. Avec le développement des 2 mines souterraines, la SOMILO entend mieux faire en 2012 avec une production attendue de 500 000 onces. Pour ce faire, ses responsables vont investir 260 millions de dollars dans l'extension de l'usine, dans le développement des 2 mines souterraines. Les difficultés que la société a rencontrées au cours de l'exercice écoulé n'ont pas échappé aux administrateurs. Les principaux problèmes, c'était d'abord au niveau de la route de transport du minerai entre Gungoto et l'usine à Loulo. On a eu une forte pluie au mois de juillet où la route a été coupée, ce qui a un peu ralenti notre production. Et ensuite, on a eu des difficultés au niveau de la mine souterraine. De son inauguration en 2005 à nos jours, la SOMILO a injecté dans l'économie nationale près d'1,2 milliard de dollars. Et la tendance en Afrique, quand les gens viennent souvent, c'est cette tendance à la charité. On aime bien l'aide, la charité. Lui, il pense que ce n'est pas forcément le moyen de sortir de la pauvreté. Il pense qu'il y a d'autres voies pour le faire. Et en tout cas, Randgold a pour philosophie, en travaillant dans un pays, de faire avec les entrepreneurs privés. Les entrepreneurs privés qui sont là, c'est avec ces entrepreneurs que Randgold travaille. La mine emploie 4600 personnes et la plupart des employés sont des Maliens. Une philosophie de M. Bristou qui veut mettre l'accent sur le développement des compétences nationales. En 5e région, l'hôpital Souminé Dolo de Mopti vient de tenir la 10e session ordinaire de son conseil d'administration, une session au cours de laquelle les administrateurs ont fait le point des activités hospitalières de l'année 2011 avec un taux global d'accroissement de près de 100%. Le budget 2012 de l'hôpital a été également adopté à environ 1,5 milliard de francs CFA. Ortem Mopti, le compte-rendu de Yacouba Maïga. 2 points essentiels ont marqué cette 10e session du conseil d'administration de l'hôpital Souminé Dolo de Mopti. Il s'agit notamment de l'état d'exécution des activités médico-techniques et financières de l'année 2011 et l'approbation du projet de budget 2012 estimé à environ 1,5 milliard de francs CFA. Nous avons assisté à un taux de réalisation de 123% en hospitalisation, 112% rien que pour les activités chirurgicales et plus de 110% des activités du plateau technique. Le taux d'occupation des lits est passé de 53% en 2010 à 70% en 2011. Cette session se tient également dans un contexte particulier marqué par le transfert bientôt de l'hôpital Souminé Dolo sur le nouveau site de l'hôpital régional à Sévaré, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour relever les nombreux défis auxquels cette structure fera face. En plus du fonctionnement général, il faut des aménagements très importants. Non seulement la voie qui entoure cet hôpital-là, qui passe par la morgue, les services techniques, l'école de santé et les logements d'astreinte des médecins. Il faudra également prévoir l'aménagement des voies de service, comme je l'ai dit, qui actuellement sont en latérite. Si nous ne donnons pas les mesures adéquates très tôt,
nous allons avoir la peinture de l'hôpital terné en moins d'1 an en couleur rouge. Pour cette 10e session du conseil d'administration de l'hôpital Somine Dolo, les administrateurs se sont penchés également sur l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations de la 9e session tout en adoptant le procès verbal de cette session. Il a été aussi question de la révision de la nomenclature des actes et tarifs appliqués à l'hôpital compte tenu de certaines réalités du nouvel hôpital régional à Sévaré. Et nous restons dans le domaine socio-sanitaire, cette fois avec la Caisse malienne de sécurité sociale qui a tenu ce matin la 53e session de son conseil d'administration. Cette session ordinaire de la Caisse fait le bilan des activités réalisées en 2011 et adopte le plan d'action pour la nouvelle année. La session était présidée par le secrétaire général du ministère du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées, le compte-rendu de Djamba Moussa Konati. Au cours de cette 53e session du conseil d'administration de la Caisse malienne de sécurité sociale, les administrateurs ont approuvé et adopté le procès verbal et les recommandations de la 52e session de la Caisse. Ils ont également élaboré le projet de budget qui se chiffre à plus de 55 milliards de francs CFA et le plan d'action pour l'exercice 2012. Même si l'AMO au début a connu des problèmes, nous souhaitons qu'en 2012, que l'AMO se porte mieux, qu'une grande frange des Maliens puisse être couverte par les prestations de l'AMO. Parce qu'il y a non seulement l'AMO, mais il y a le RAMED. Alors donc, les deux ensemble ouvrent une large partie des populations maliennes. Malgré ces contraintes, la Caisse a fourni des efforts remarquables dans le recouvrement des arriérés de cotisation. La Caisse malienne de sécurité sociale, au-delà du paiement des pensions à terme, a poursuivi l'exécution des grands chantiers tels que la construction des centres de paiement, la consolidation de son système d'information, la campagne de communication autour de l'assurance maladie obligatoire. Une autre action de grande portée, le recouvrement des arriérés de cotisation. Pour les administrateurs, ce recouvrement a permis de boucler l'année 2011 sans avance de trésorerie et un crédit supplémentaire limité pour payer les pensions échues. Autre conseiller d'administration de cette interrogation, comment se présente le bilan 2011 de l'Institut des sciences humaines? C'est à cette question que tentent de répondre les membres du conseil d'administration au cours de la 5e session ordinaire de la structure de recherche, session qui s'est tenue aujourd'hui. La rencontre a également permis aux administrateurs de valider le budget 2012 qui avoisine le milliard de francs CFA. Selma Tadao. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé ce matin la 5e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut des sciences humaines. Les administrateurs ont fait le bilan des réalisations faites par la structure courant 2011. Le programme sur l'histoire sociale de la pauvreté a observé des mutations sociales importantes au sein des structures familiales classiques en zone CMDT de Mpesoba. Le programme sur les sites culturels menacé de dégradation, continue ses investigations autour du district de Bamako. Le programme décentralisation et territoire a abordé à travers des études de cas la question de l'intercommunalité. Les recettes des ressources propres en 2011 ont atteint plus de 50% de la totalité des recettes. La même dynamique est prévue pour 2012. Le budget 2012 est arrêté en recettes et en dépenses à 995 864 280 francs CFA, contre 615 967 000 francs CFA en 2011. Cette augmentation s'explique par l'inscription de 200 millions de francs CFA au titre du BSI pour la construction du siège de l'Institut des sciences humaines et du maintien du montant satisfaisant des ressources propres. L'Institut des sciences humaines dispose de 5 programmes de recherche, parmi lesquels l'environnement et l'histoire de l'archéologie. Un 6e programme fera bientôt partie des activités de l'ISH. Il s'agit de la dynamique culturelle qui porte sur l'étude de la demande culturelle des différentes couches de la population et la prise en compte de ce volet sur le marché de la culture.
Voilà, nous restons dans le domaine de la culture justement, avec le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ qui tend vers une dynamique d'ouverture sous-régionale. L'information a été donnée ce matin au cours des assises de la deuxième session du conseil d'administration de la structure. Au titre de l'année 2011, le palais a abrité plus de 250 événements. Au total, plus de 280 000 spectateurs y ont pris part. La salle Bazoumana Sissoko est maintenant entièrement climatisée pour donner l'envie aux usagers de revenir toujours. Alpha Maïga. Eaux du fleuve Niger se mire le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ, lieu de grands événements bientôt 30 ans. Et pour la 12e fois, les administrateurs sont réunis ce vendredi pour leur conseil d'administration. En faisant l'état des lieux des réalisations au cours de l'année qui vient de s'achever, ce sont les chiffres qui parlent. Le palais de la culture a accueilli 256 événements culturels répartis entre concerts de musique, spectacles de danse, de théâtre, expositions, salons, festivals, ateliers et autres rencontres. L'établissement a reçu dans ces salles et espaces plus de 289 454 spectateurs. Les formations artistiques nationales ont réalisé un total de 106 prestations. À cela s'ajoutent les travaux de climatisation de la salle Bazoumana Sissoko. Pour les responsables de la direction, il faut donner aux usagers l'envie de revenir toujours au palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ. Volontiers, force est de reconnaître que le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ fait sa mue lentement mais sûrement. Malgré les contraintes, les ambitions de 2012 s'affichent vers une dynamique d'ouverture vers l'ensemble des acteurs culturels au plan national et sous-régional. Nous avons des charges récurrentes au niveau de l'énergie du Mali qui nous pèsent beaucoup et puis les charges au niveau de la sécurité aussi des lieux. Nos ambitions pour 2012, nous avons un projet dénommé Sarumadolo qui consiste à une découverte de jeunes talents dans le domaine de la musique. Nous comptons associer toutes les régions du Mali dans ce concours. Le projet Sarumadolo, c'est sur financement de la coopération espagnole. La dynamique sous-régionale, nous sommes déjà en contact avec les structures comme le Palais de la Culture d'Abidjan, comme le Palais de la Culture de Bobo-Dioulasso. Nous échangeons sur les projets d'avenir. S'agissant des finances, le budget de l'année 2011, il a été réalisé à hauteur de 97% sur une prévision de plus de 530 millions de francs CFA. Et on l'a constaté, la belle mue du Palais de la Culture qui donne de la bonne inspiration à notre reporter. Diraev Tombouctou est une exposition de photos et d'images sur les dunes du septentrion malien. C'est une réalisation d'un groupe d'artistes cosmopolites, dont 3 Maliens. Il s'agit d'une multitude de photos qui donnent ensemble une seule vue de montagnes sablonneuses. La promotrice du projet, Ariana Kajfez, suédoise d'origine, considère son initiative comme une expérience exemplaire de collaboration entre les artistes étrangers et nationaux. L'ambassadeur de la Suède au Mali et plusieurs invités ont apprécié l'œuvre à la médiathèque de Medina Koura. Le reportage de Aboubakar Maïga. Une vingtaine de photos alignées les unes après les autres qui paraissent très simples et insensées de prime abord, mais qui donnent une vue impressionnante en les regardant ensemble. Ça s'appelle Dérive Tombouctou, une idée originale de cette artiste plasticienne suédoise, mûrie et mise en œuvre grâce au concours de la photographe malienne Fatoumata Diabaté. Non loin, dans une autre salle, est projeté les mêmes projets en version vidéo réalisé par une future réalisatrice, Oumou Sankaré, évoluant actuellement au Conservatoire Art Multimédia de Bamako. La voix en fond sonore des films tournant ici sur 360 degrés est celle du guide non-voyant Amadou Ndiaye. Bon, ça fait 2 ans, on est parti à Tombouctou pour faire une recherche de l'espace du désert. Un espace qui est difficile à exprimer. Ça s'est très bien passé avec les 2 jeunes dames et avec Amadou et avec Momo Diakité qui était le coordinateur ici. Et ça s'est tellement bien passé que je suis revenue encore 5 fois à Mali après ça. Je trouvais que c'était une belle expérience. J'ai appris pas mal de choses. D'abord, j'aime beaucoup le désert, les chameaux. Mais ça, c'était vraiment un autre domaine dans ma carrière photographique qui m'a beaucoup touchée.
Le désert, c'est tellement impressionnant, donc j'avais la curiosité d'avoir beaucoup d'images, plein d'images de très très bonne qualité. Parmi les visiteurs, l'ambassadeur de la Suède au Mali qui a vivement encouragé les auteurs en saluant la collaboration des artistes suédois et maliens. Un bel exemple selon elle qui contribue non seulement à la promotion de l'art international, mais aussi au développement du secteur touristique malien. Découvrez de plus près les photos et les films de Dérive Tombouctou à la médiathèque de Midnakoura. L'exposition se poursuit jusqu'au 9 février. Selengue va abriter du 2 au 4 mars prochain le premier festival international dénommé Urban Music et Mode. L'événement a été lancé hier dans la localité située à quelques 150 km de Bamako. C'était au cours d'une grande manifestation qui avait pour cadre le quai des pêches de Selengue. Ce projet initié par Mali Art Promotion en partenariat avec l'Office du développement rural de Selengue vise à réunir le monde de la musique et de la mode dans un endroit exotique et paradisiaque. Salif Keita, Moussangare, Cheikh Tidiane Seck et Will Calhoun des États-Unis sont les ambassadeurs du festival. Retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement avec nos envoyés spéciaux à Selengue, Tchédje Kamara et Modibo Soare. C'est dans une ambiance festive que les populations de Selengue et environnants ont accueilli les autorités de la localité et le comité d'organisation de ce premier festival international intitulé Urban Music et Mode. La manifestation se veut un espace d'échange, de rencontres et de découvertes. Elle offre à la jeunesse et autres férus de musique un plateau inédit, en somme de moments de communion dans une ambiance exotique. Véritable événement à caractère touristique et culturel, Urban Music et Mode est un concept initié par de jeunes Maliens œuvrant dans le cadre de la production et la promotion de grandes rencontres réunissant des artistes musiciens et des stylistes dans notre pays. Le Mali a la chance d'avoir deux grands festivals que le monde entier nous envie. Le festival sur le Niger à Ségou et le festival au désert. Donc nous espérons également que le festival international de Selengue sera lui aussi une référence et une vitrine du Mali à travers le monde entier. Pendant 3 jours, Selengue va vibrer donc au son de la musique dans sa diversité à travers des sound systems avec des artistes maliens et étrangers. Des défilés de mode seront également au rendez-vous de ce festival. Bref, un projet qui répond aux aspirations de la population de la localité. Le choix de la ville de Selengue pour la tenue de ce festival vient à point nommé combler une profonde aspiration de la population de voir l'organisation d'un festival dans notre commune, à l'instar de ceux de Ségou et de Tombouctou. Les retombées du Festival international de Selengue seront sans nul doute positives pour la commune de Baya et les communes environnantes, tant sur le plan médiatique qu'économique. Cette journée de lancement du festival a été mise à profit par les organisateurs pour une visite guidée de certains sites devant abriter les différentes manifestations. L'un des moments forts de la visite a été sans doute celle du site d'orpaillage de Farabakoura à 15 km de Selengue, ce qui cadre bien avec les objectifs du festival. À l'issue de ce lancement, le public a eu droit à une course de pirogues et autres démonstrations des beaux-eaux sur le lac artificiel du barrage de Selengue, comme pour donner l'avant-goût de ce premier festival international baptisé Urban Music et Mode qui se tiendra du 2 au 4 mars 2012 à Selengue. Voilà un avant-goût pour ne pas rater l'événement. Nous parlons cette fois de la CAN 2012. Le groupe C a livré cet après-midi son verdict avant même la troisième et dernière journée. La Tunisie et le Gabon ont obtenu leur billet pour les quarts de finale en battant respectivement le Niger 2-1 et le Maroc 3-2. Le résumé de ces deux rencontres avec Siragatou Sissé. Niger-Tunisie, deux équipes au destin croisé. Il s'agissait pour le MENA du Niger d'effacer la frustration de la défaite inaugurale face au Gabon et se relancer dans la course. Côté Aigle de Carthage de Tunisie, la mission est claire, se qualifier avant la fin du premier tour. Le match est vite emballé. Youssef Msakni opère un festival dans la défense nigérienne pour l'ouverture du score dès la 4e minute. Le Niger ne se décourage pas. William Tonji Ngounou profite d'une erreur du gardien tunisien pour égaliser. 1-1. C'est le premier but de l'histoire du Niger en phase finale de CAN. En seconde période, les Nigériens ont longtemps cru à l'exploit. Les Tunisiens piquent au mauvais moment. Issam Diema marque à la 89e minute le but de la victoire, celui de la qualification en quart de finale. Dur apprentissage en revanche
pour le Niger éliminé du tournoi. Tension, densité, agressivité, but, sensation, suspense, on a tout vu dans ce duel Gabon-Maroc. Les Lions de l'Atlas du Maroc, sous pression, jouent leur avenir dans cette CAN. Houssine Karja monte la voie à la 24e minute. Mi-temps 1-0. Les Panthères du Gabon changent de fusil d'épaule en deuxième période. Pierre-Emerick Aubameyang à la 76e minute est là pour établir la parité. Le Maroc étouffé encaisse un deuxième but signé Daniel Cousin 3 minutes plus tard dans un stade pétrifié. Les Lions reviennent dans la partie à la 90e minute par Houssine Karja sur penalty. On joue les arrêts de jeu. Mbanangoy, entré en cours, expédie un coup franc somptueux. 3-2. Le Gabon est bel et bien en quart de finale et c'est là pour la première fois. Le Maroc quitte le tournoi, les valises pleines de regrets. Voilà, et puis Maroc, Niger et Gabon, Tunisie pour la dernière journée de ce groupe compteront pour la formalité et seulement peut-être pour le leadership dans le groupe entre le Gabon et la Tunisie. Les Aigles du Mali feront leur deuxième sortie en match de poule contre les Black Stars du Ghana demain. Avant ce match capital, nos envoyés spéciaux Amara Malé Diallo et Demba Wan sont allés voir l'équipe nationale dans son fief à Bongoville. Reportage. En se référant au match contre le Sili national de Guinée, on peut aisément se faire une idée du mental au sein du groupe des Aigles. Après une première mi-temps à son avantage avec le but de Bakay Traoré, l'équipe nationale a totalement subi le jeu guinéen en deuxième mi-temps sans défaillir. Cet état d'esprit est à mettre au compte d'une solidarité qu'on a rarement vue dans le regroupement. Côté disponibilité, à l'exception de Sidi Kone qui trottine toujours et Elhadji Maman Traoré qui sera finalement remplacé par Cheikh Fanta Madi Diarra, aucun bobo n'est à signaler. L'équipe qui loge dans le même hôtel que le Botswana à Bongoville est permanemment suivie par les supporters venus de tous les coins du Gabon. Et leur présence est un motif supplémentaire de motivation pour les joueurs. Le capitaine Cédric Kanté et ses partenaires ont réussi leur entrée en matière et s'emploieront à faire mieux qu'au Ghana en 2008 et en Angola en 2010, franchir le cap du premier tour. Voilà, Guinée-Botswana à 16h, Mali-Ghana à 19h dans ce groupe D à suivre demain sur votre télévision nationale. Vous pourrez suivre après le journal de la CAN tout à l'heure, l'édition de formation continue, un journal qui vous sera présenté par Nyanya Alou Traoré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur l'ORTM.